m'appelle Rémi Diaz, producteur aujourd'hui. J'ai monté ma société il y a 4 ans. Je travaille actuellement sur plusieurs projets de longs métrages et de séries télévisées. Je viens effectivement d'un passé de distributeur salle, voilà, après des études en sciences politiques. Moi, je suis allé donc dans une société qui est Warner Bros. Pour commencer à m'occuper de ce qu'on appelait le fonds de catalogue DVD. C'était les vieux films qu'on ressortait en DVD, que Warner avait produit, notamment un film qui s'appelle Le Nom de la Rose. Alors moi, j'étais absolument fan de ce film, et donc j'ai dit à mon patron de l'époque, écoute, il faut absolument le sortir en coffret spécial, faire un documentaire dessus. Et il m'a dit, vas-y, si tu veux le faire, tu as un budget. Et si tu arrives à intéresser Jean-Jacques Hano au truc, tu as un budget. Donc j'avais 22-23 ans et je me suis mis à appeler Jean-Jacques Hano. Et ça a été le début d'une relation avec des talents. C'est ça aussi dans le métier de producteur, effectivement, c'est comment on travaille avec les auteurs, les réalisateurs, qui sont des créatures fragiles, talentueuses, parfois capricieuses, etc. On recevait des scénarios régulièrement et on achetait les droits de sortir ce film en salle et en vidéo. Typiquement, on reçoit un jour un scénario, voilà. Alors en général, comme c'est une société Warner qui sortait en parallèle de films américains comme Harry Potter, Ocean's Eleven, c'était plutôt des gros producteurs installés avec des films chers qui venaient nous voir. Et là-dessus, on disait, bon, bah, on lisait le scénario et on disait, bah, ça, on pense que ça va faire X entrées salles et que ça va vendre X milliers de DVD. Et on mettait ce qu'on appelle un minimum garanti qui rentrait dans le budget du film pour que ça puisse sortir en salle. C'est plein d'embûches parfois parce que entre le scénario de départ, les stars qu'il doit y avoir dedans, parfois ça change, parfois le thème est à la mode à ce moment-là, mais il n'est plus à la mode au moment de la sortie. Ou parfois au contraire, c'est une divine surprise, le film... par exemple, Warner avait sorti The Artist. Voilà, le film sur le papier coûte très cher, c'est compliqué, etc. Et puis en fait, bah voilà, la sortie, il y a une belle histoire à raconter. Il y a plusieurs manières d'amorcer des projets. Soit effectivement on trouve des droits de livres, soit on a des auteurs qui viennent nous présenter des scénarios, soit le producteur a une idée et on essaie de la faire développer. On a un projet, une série tirée d'un roman espagnol, qui a été un énorme succès de librairie en Espagne, et donc bah, ça se passait en Galice, etc. C'était une saga familiale, on va la placer dans le Gers. On a ce projet-là, on essaie de développer, ça c'est plus compliqué, mais un projet de série dans l'univers des startups françaises, par exemple, des choses comme ça. J'aime bien me dire, je vais aller au cinéma regarder une série et en effet découvrir un univers particulier. Je pense que les spectateurs vont moins au cinéma aujourd'hui, donc il faut de plus en plus leur donner quelque chose qui soit un peu, comment dire, un film un peu jouissif. Je pense que le succès à la fois de Bec Nord et à la fois de La Boîte Noire aussi récemment, qui ont été des succès un peu plus importants, font partie des rares films qui ont eu un succès plus important que ce qui était espéré. Les autres sont plutôt en deçà. Ben, ça permet de... c'est parce que voilà, on offre une véritable... le spectateur n'a pour son argent, il a une véritable aventure à vivre. J'aime beaucoup aux États-Unis ce que fait Adam McKay, par exemple, qui avait fait The Big Short. A, 0. B, 0. Double B, 0. Triple B, 0. Et voilà ce qui arrive. C'est quoi, ce qui arrive? C'est notre marché immobilier. Et qui va s'emparer de l'histoire de Terranos aux États-Unis pour l'adapter en film. Enfin voilà, c'est des choses que j'aimerais qu'on arrive à faire en France aujourd'hui. C'est pas facile, hein, parce qu'en France, on était film très auteur, très comédie. Et le reste était un peu laissé de côté, voilà. On s'aperçoit quand même que les Netflix et Amazon sont devenus des plateformes extrêmement mainstream. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'ils commandent en France, hein, je parle toujours de la France, hein, là,
ça ressemble beaucoup à ce que commandent TF1 et France Télévisions. Après, il y en a d'autres qui vont évidemment qui vont émerger. Hein. Il y a peut-être HBO Max, on ne sait pas, mais à HBO Max, Apple, Disney a une politique super surprenante. Là, ils font des choses très très adultes, hein, Disney Plus en France. Donc, alors les salles de cinéma, aujourd'hui c'est très préoccupant. On ne va pas se le cacher parce que il y a toute une partie. Alors les chiffres sont sont un peu approximatifs, mais je crois qu'il y a quasiment un tiers des gens qui sont désabonnés de leur carte UGC, de leur carte Gaumont Pathé, et qui donc ne reviennent pas au cinéma. Et aujourd'hui, franchement, un film, par rapport à ce qu'il aurait fait avant le Covid, là, quand c'est un film important, fait 30 à 40% de moins que ce qu'on aurait pu espérer. Et le danger, il est effectivement pour les films un peu petits films comme ça, petits films commerciaux, et pour les films d'auteurs qui ne sont pas des grands auteurs. Parce qu'on le voit, hein, il y a les petits films qui pouvaient parfois espérer monter par le bouche à oreille 400 000 entrées, et il y en a qui font 15-20 000 entrées aujourd'hui. Donc c'est très difficile. Et tout le monde dit que depuis trop d'années, il y a trop de films en salle, parce que quand il y a 17 films qui sortent en moyenne par semaine, forcément, ils n'ont pas la possibilité de tous exister. Aujourd'hui, le pouvoir passe beaucoup entre les mains des talents. On voit Netflix a fait un deal avec Omar Sy, etc. Par exemple, les gens qui ont fait le Bureau des légendes, effectivement, ils sont appelés derrière pour faire d'autres séries et ils sont considérés comme des talents importants et qu'il faut verrouiller dans des plateformes. Si des étudiants veulent devenir hyper demandés et que tout le monde leur court après, il faut devenir un scénariste qui a réussi à faire une bonne série. Une fois que vous êtes rentré dans le système, il y a 99% des scénaristes qui ne sont pas encore rentrés dans le système et qui galèrent comme des malades. Pour les 20 ou 30 scénaristes qui ont déjà réussi à faire une série, aujourd'hui, c'est jackpot complet. Et toutes les plateformes, toutes les chaînes de télévision veulent exactement les mêmes, ce qui nous pose des difficultés parce qu'on ne forme pas assez de scénaristes et on n'a pas pour l'instant des process qui permettent de faire... C'est difficile pour un scénariste junior, entre guillemets, qui est dans une writing room pour écrire des épisodes, de monter jusqu'à proposer sa propre série. Et il faudrait qu'on soit beaucoup plus... qu'on arrive à faire ça beaucoup plus facilement parce que ça aiderait à ouvrir le nombre de scénaristes bankable, entre guillemets, qui peuvent travailler. Aujourd'hui, les producteurs, les plateformes, on le montre, elles pensent les producteurs un peu interchangeables, elles financent quasiment 100% de la production. Donc le monde est en train de changer, ouais, effectivement.